Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission hebdomadaire Café Mort, le lundi à 21h. Et c'est l'occasion de découvrir ces portraits, ces visages qui font la France, qui apportent de l'engagement et qui font bouger les lignes. Et ce soir, on va accueillir Rachel Kahn. Merci de cette invitation, Hakim Elouli. Merci d'être venu nous parler de vous, Rachel Kahn. Alors, qui est Rachel Kahn? Vous êtes de quelle origine? Parce que les gens vont se dire, elle est déjà quelqu'un de très joli, mais au-delà de ça, mais vous êtes de quelle origine, Rachel? Alors, donc, je suis 100% française. C'est pour ça que je suis mélangée. Donc, ma mère est d'origine juive polonaise et mon père d'origine sénégambien. Voilà. J'ai la double nationalité française et gambienne, hein, mais c'est la Sénégambie, cette région-là. Ah, vous êtes donc, c'est un mélange, donc vous êtes de mère juive polonaise, oui, et de père gambien. Et de père gambien. Avec la Gambie, ouais, je connais. Exactement, avec une partie de ma famille qui est au Sénégal, une autre partie qui est en Gambie, et qui sont de culture musulmane. Comme quoi, la rencontre des peuples fait toujours de beaux enfants. On arrive à, on devrait plus permettre aux gens de se rencontrer, de partager, d'évoluer ensemble, non? C'est le chemin de la vie, d'aller se rencontrer, d'aller vers de nouvelles terres. Il y a un philosophe qui disait, Édouard Glissant, que les frontières étaient belles parce qu'elles excitaient le désir d'aller les franchir pour aller rencontrer l'autre. Alors Édouard Glissant, on va en parler parce que ça fait partie de votre combat. C'est un des grands intellectuels qui a porté un certain nombre de combats sur l'égalité, la diversité. Et justement, ses propos montrent combien les frontières doivent au lieu d'être un rempart contre l'autre, doivent être aussi l'appétence pour l'autre, non? Exactement. Mais tout en les conservant, en fait. Lui, en fait, c'était son idée de... Ce qui m'intéresse dans sa pensée, c'est son idée de désir, de garder ses frontières, justement, pour avoir envie d'aller vers l'autre. Et justement, pas comme un mur infranchissable où chacun reste cloisonné dans son repli. Non, c'est d'aller vers autrui. J'aime beaucoup que les frontières deviennent une invitation au voyage plutôt qu'une invitation au repli, c'est assez joli. Oui. Alors, Rachel Kahn, vous avez grandi où alors du coup? Alors comment ça s'est passé? C'est quoi votre parcours? Alors j'ai grandi en Touraine, où je suis restée donc à peu près jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite j'ai un peu fait le tour de la France. J'ai vécu en Bretagne, à Toulon, près de Cholet, près de Nantes, et voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance, l'opportunité d'être reçue dans un master à Assas pour finaliser mes études. Je dis la chance, c'est un peu une blague. Hein. Une blague. Un peu, non, mais... Quand on connaît Assas, je comprends la blague. Parce que rentrer à Assas, c'était dur, surtout quand on est un peu bronzé. Assas, c'est vraiment un nid de... bon, on peut le dire, c'est un nid de facho, quoi, grosso modo. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est pas simplement les élèves. C'est-à-dire qu'il y a certains, oui, quand certains professeurs... c'est les profs aussi, voilà, ça va voilà, avec. Voilà, hein. ouais, c'est ça. Ça commence par le haut, hein, souvent. Hein. On inculque des choses, quoi. Moi, ça m'a permis de grandir, en tout cas. De toute façon, c'était une vraie épreuve. J'avais des épreuves écrites, des épreuves orales et une épreuve de vie. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que, effectivement... Donc vous avez 3 épreuves, en fait. Là où vous autres en avez 2, vous en avez 3. Exactement. Mais est-ce que ça a toujours été le cas partout où vous êtes passé? Non. Parce qu'en Touraine, il n'y avait pas beaucoup, à l'époque, d'enfants métissés. Ça ne devait pas être courir la rue, puisque quand on parle, par exemple, quand Camille raconte son histoire, j'en ai reçu d'autres qui sont maghrébins, comme Farid Chamek, acteur, il raconte son histoire dans un petit patelin où il était le seul arabe, l'autre était le seul black. Et ça se passe comment? Non, effectivement, moi, en Touraine, à l'école primaire, ou au collège, ou au lycée, j'étais la seule métisse de ma classe. Parce qu'en fait, on fait partie des métisses de cette première génération métisse. Nos parents sont les premiers, enfin mon père était de la première génération à arriver en France, et donc de la première génération à rencontrer des Françaises, des Français, etc. Et donc on est les premiers métis, en quelque sorte, cette génération-là, vers les 40, 50 ans. Voilà. Donc, alors, j'ai pas eu de gros problèmes. Après, c'est vrai qu'à l'école primaire, j'avais une prof de CE1, Madame Duplan, qui me faisait monter sur l'estrade pour me toucher les cheveux. Voilà. Madame Duplan, si vous nous regardez, je vous donnerais, arrêtez de toucher les cheveux, c'est des cheveux comme les autres, quoi. Hein, non? Ils sont plus doux, remarquez, c'est possible aussi, non? Je ne me rendais pas compte à quel point c'est terrible, en vrai.
Ouais, c'est une façon coloniale, quoi, c'est un peu paternaliste. Hein, c'est ça, et puis de monter sur l'estrade. Devant toute la classe, c'est un peu... Oui. Voilà. On se demande pourquoi on est différent, quoi. Ça nous renvoie à la différence qu'il y a à l'autre, parce que c'est dans le regard de l'autre qu'on existe, non? Tout à fait, c'est dans le regard de l'autre, et puis effectivement, lorsque même les profs, ceux qui normalement doivent nous enseigner, nous transmettre des choses, ont ce genre de comportement, faire venir au tableau pour toucher les cheveux, ou ah, Mademoiselle Kahn, la gazelle, cette petite phrase. Oui, parce que vous avez fait du sport, pas de la gazelle. Oui, alors voilà. C'est pour ça que la gazelle, parce que moi je sais que vous avez fait du sport. Hein, exactement, j'ai fait du sport de haut niveau. Mais ce genre de petits noms animaliers résonne avec autre chose. Et en fait, quand on est une jeune femme qui est en construction, c'est pas forcément, je sais pas, c'est pas forcément juste. Alors, vous avez raison de soulever cette image de la gazelle, déjà quand on est en construction, parce que souvent, ces images de la gazelle, des termes comme ça, sont utilisés sur des athlètes, souvent, entre guillemets, de noirs, ou métis. Donc souvent, on les affuble de petits noms un peu en lien avec la jungle. Comme s'il y avait... et c'est de l'impensée coloniale, vous pensez? Oui, je pense que c'est de la pensée coloniale, alors complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, quand il me dit, ou quand... on regarde les Jeux Olympiques et qu'on a les commentateurs qui disent oui, la gazelle, la panthère, etc. Ça part en plus d'un bon sentiment, entre guillemets, mais in fine, on a tout l'imaginaire animalier, la brousse. Donc c'est ramener en fait ces femmes et ces hommes-là à leur animalité, à quelque chose de tribal, quoi, un peu grégaire, quoi. Ouais, c'est fou, hein, et même de façon inconsciente, hein, parfois. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais vu, et pourtant j'ai vu des gens qui étaient agiles, etc., et qui n'étaient pas là, tout ça, mais j'ai jamais vu dire la panthère ou le truc, tout ça. Ouais. C'est souvent, ou la girafe c'était pas Abuja parce qu'il était grand, vous savez, j'ai souvent vu effectivement les Africains affublés, souvent ou les Antillais, parce que affublés de ces un petit peu, comment dire, parallèle avec la faune, la flore. Exactement. La belle fleur, machin, je sais pas, souvent un peu comme si que ça ramenait à l'esprit grégaire, non? Exactement. Et alors, je reviens sur le fait qu'il y a une volonté de compliment, entre guillemets, puisqu'après, moi, en tant qu'actrice, on le retrouve aussi, c'est « vas-y, sors toute ton animalité quand on nous dirige. Sors toute ton animalité, tu es une panthère dans la savane. » Voilà, c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Et je présume que dans d'autres métiers, ça doit revenir également. Alors on va le dire parce que je sais qu'après vous avez embrasé vous avez donc un parcours professionnel, et après vous allez nous en parler, et vous avez embrasé une carrière d'actrice. Oui, absolument. Alors, comment vous avez envie de faire de la... En fait, depuis toute petite, de toute façon, j'ai commencé une formation de danse classique. Ensuite, je me suis tournée vers l'athlétisme, où je faisais du sprint et du triple saut. Mais je gardais quand même cette volonté de la scène, de l'art, de raconter des histoires, voilà. Et ensuite, après, je suis passée par un cabinet politique où je m'occupais de la culture, mais je me suis toujours dit que de toute façon, un jour, je ferai vraiment ce que je désire, c'est-à-dire d'écrire et de jouer. Et à un moment donné, j'ai pas hésité, quoi. J'ai pris mon courage à deux mains pour embraser l'art, voilà. Alors, c'est difficile, parce que moi, on va y venir un peu, mais on va parler tout au long. Et vous avez apparemment aussi écrit un livre qui est « Noir n'est pas au métier ». Vous avez jeté un pavé dans la mare, c'est pour ça que vous avez dit, parce que c'est quoi alors, en fait, alors, quand on est actrice noire, c'est quoi les vrais problèmes? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme obstacle? Et est-ce qu'il y a une assignation à résidence réelle? Alors déjà, on est 16 à avoir écrit cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif, initié par Aïssa Maïga. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans le processus d'écriture, c'est qu'on était chacune à avoir une réflexion, chacune à s'exprimer, pendant une vingtaine d'années, depuis qu'on a commencé à aborder notre travail, l'art, toutes ces questions-là, à réfléchir, mais toute seule dans notre coin. Et en fait, à un moment donné, Aïssa nous a tout appelé et on s'est réunis pour pouvoir témoigner sur ce qui se passe aujourd'hui en France, dans le cinéma français. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous propose d'autres rôles que la prostituée, la femme de ménage ou la migrante? Oui, mais de manière... homéopathique, quoi. Ah, mais tellement. C'est-à-dire que lorsqu'on a un rôle, moi j'en ai eu un avec un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Vianney Le Basque, dans une série où il m'a fait jouer une rôle de CPE complètement rigide, un peu
coincé, totalement coincé. Et c'était génial. C'était absolument. Mais ça n'arrive une fois toutes les années bissextiles, quoi. Ah ouais, donc on est tranquille pour un moment. Non, mais c'est vrai, c'est hyper rare. Et puis alors, quand on a des rôles comme ça qui sont géniaux, on se dit, c'est là en fait où on se dit tout ce que j'accepte en tant que comédienne, qui n'est pas mon art réel. C'est-à-dire que l'art d'une comédienne, c'est de pouvoir se transformer, la diversité à l'intérieur de soi, la diversité d'être une boulangère, une infirmière, une passionnée, une folle, une sorcière, une fée. Et voilà. Sauf que là, on pratique notre art en étant bloqué dans un stéréotype post-colonial. Vous, en fin de compte, ce que revendiquent j'ai lu un peu, ce que revendiquent ces femmes qui ont écrit, c'est d'être des actrices comme les autres, c'est-à-dire de pouvoir jouer des rôles de tout le monde, de ne pas être assignées ou enfermées dans leur... c'est dans le rôle... dans un cliché. Cliché du black et de la... Parce que d'ailleurs, c'est bien un livre contre les stéréotypes, le racisme et pour la diversité, quoi. Tout à fait. Et c'est surtout que on sait très bien que l'art est moteur. Et que l'art est un moteur pour ouvrir les consciences, pour ouvrir la créativité, pour ouvrir l'imaginaire. Là, on a un art qui est en deçà et qui, à la limite, fait de la propagande et l'apologie des clichés. Donc c'est là où, en fait, c'est un réel danger pour l'ensemble de la société. Aimé Césaire disait, j'aime bien répéter cette phrase, mais que les artistes sont les législateurs de l'ombre. À partir du moment où l'artistique va dans un sens... rétrograde, ensuite les politiques, la société s'engouffrent là-dedans. Et donc moi je n'ai pas envie de cautionner un art qui fait l'apologie des théories racistes, fascistes et xénophobes. Oui, c'est parce que nous on dit souvent, par exemple dans d'autres domaines, on va prendre d'autres domaines, la politique, etc. On dit quand on regarde la société française dans la rue et qu'on la regarde en haut, c'est plus la même. Et bien moi quand je la regarde dans la rue et quand je la vois au cinéma, c'est-à-dire que quand je vois les rôles subalternes, je vois encore quelques blacks qui sont là, mais dans les premiers rôles, il y a très peu déjà de femmes blacks. Il y a des hommes blacks, mais dans des rôles cantonnés comme Omar Sy, etc. C'est ça qui vous a choqué ou qui vous pousse à agir et à... Oui, parce qu'en fait, à l'école, au conservatoire, par exemple, on apprend comme les autres, on passe les examens comme les autres, on passe les concours comme les autres, et au moment... Avec la force de notre travail, avec la force du travail, ensuite c'est le talent, mais le talent c'est le travail. Et ben on est bloqué à un certain moment. Et donc on va nous demander de faire de la figure, ou nous appeler au dernier moment parce qu'on se rend compte que oui, c'est peut-être pas assez coloré, la scène où il y a une fête chez l'un des protagonistes, il faudrait des noirs qui dansent ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est pas du cinéma. Et souvent, on voit des noirs qui dansent justement dans les fêtes. On voit beaucoup de noirs qui arrivent ou des espèces de femmes qui sont un peu dans le rôle des panthères, un peu des choses, et puis qui viennent décorer, quoi, non? C'est ça. On a un peu les boules de Noël du cinéma français. J'aime beaucoup la formule, mais je les apprendrai. Les boules de Noël du cinéma français, c'est une belle formule. Et donc, est-ce que, Rachel, combien de temps on va mettre pour voir un black jouer Shakespeare, ou pour que les gens arrivent à sortir, à regarder la performance de l'acteur, plutôt que sa couleur de peau ou ses origines dans combien de temps vous pensez qu'on aura sur scène peut-être une femme black ou un homme black qui pourra jouer, ou d'autres origines, qui pourra jouer Shakespeare ou des choses comme ça? Je pense que c'est à nous, parce que on a jeté ce pavé dans la mare, mais aussi on a pris conscience qu'on pouvait faire. Symboliquement, on a écrit ce livre, symboliquement on a monté les marches à Cannes au mois de mai, et maintenant on s'est rendu compte qu'on pouvait faire, qu'on pouvait aussi agir, alors à notre petit niveau, mais si nous-mêmes on commence à se distribuer des rôles comme Shakespeare, comme Molière, trouver aussi les moyens de monter ces pièces-là, je pense que ça doit commencer par nous-mêmes. Donc que l'on balaye devant notre porte aussi, et qu'on donne envie aux autres de monter ces pièces-là classiques, voilà, les pièces du répertoire avec tout le monde. Et c'est pour ça que vous êtes auteur aussi, non? Pour essayer peut-être vous allez donner des rôles à des gens
la diversité, quoi, sans forcément les assigner à résidence dans un rôle ou un autre? Oui, exactement. Exactement. J'ai choisi, alors j'ai écrit un roman il y a 2 ans, et puis de me mettre au scénario cinéma, au scénario de série, pour effectivement faire bouger un peu les choses dans le concret. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans le panel des femmes qui ont écrit ce livre, il y a toutes les générations. Oui. C'était voulu ou c'est... C'est magnifique. Ouais, c'était voulu ou pas? Ouais, c'était voulu par Aïssa. C'est 4 générations. Aïssa, qu'on salue, d'ailleurs, si elle nous regarde, elle est une grande actrice d'ailleurs, hein, très bonne actrice, et militante en plus, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Puis pas depuis aujourd'hui, hein, depuis qu'elle est née, elle est militante. Donc voilà, c'est 4 générations de femmes. Donc je trouve ça absolument magnifique, de Firmin Richard à Sassila, Kharidja Touré, voilà, en passant par France, Nadège, Mata, donc Sarah Martin, Sonia Roland. Et toutes les générations de femmes, toutes les générations d'actrices, entre celles qui ont ouvert les portes et puis les petites qui arrivent, dans le fond, c'est vraiment magnifique. Et en plus, on remet en cause, on rebat les cartes de la perception que les gens peuvent avoir des comédiennes. On pense que les comédiennes, c'est on se crêpe le chignon, on va se mettre du poison les unes dans le verre des autres. Bah là, vous êtes solidaire, j'ai vu ça. On est liés. Et comment elle porte le regard quand tu discutes avec les 2 petites de la bande, de bande de filles, là, les 2 petites jeunes, là, Assa et Sagui, comment elle voit les choses dans le cinéma? Parce qu'elle jouait effectivement des rôles sur mesure, elle jouait des rôles dans Mode de filles, il y avait les rebeux et les blacks, et les petites Kaira, c'était vraiment du stéréotype. Oui. Bah effectivement, je pense que c'est pour ça qu'elles ont accepté d'être dans ce livre collectif. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont très heureuses d'avoir eu cette chance avec Bande de filles, d'avoir été à Cannes, d'être au cinéma. Ça a changé leur vie. Certaines ne pensaient pas qu'elles pouvaient envisager d'être actrices, mais en ayant une maturité. Parce que c'est ça aussi, elles ont 20 ans, mais elles ont une maturité, un recul. Et en plus... on est dans le dialogue et dans l'échange, donc je pense que voilà, elles ne se rendaient pas forcément compte. Et puis là, maintenant, elles prennent conscience aussi des choses, donc c'est beau à voir. Et là, il y a des gens qui font de la réalisation dedans, de la production. Elles portent quel regard, par rapport à leur métier? Vous avez échangé avec elles là-dessus, sur leur regard aussi? Oui, absolument. France, c'est de France que vous parlez? Oui. Puisqu'on vous voit, puisqu'on ne se connaît pas très bien. J'aime beaucoup Rachel, je connais depuis une très longue date, mais c'est pas gênant. On peut se vous voyez, Rachel. Très bien. Alors, donc, non, mais parce que France, c'est une femme extraordinaire qui a toujours été engagée. Et donc qui a produit Toussaint l'ouverture, qui a produit Un rêve français, qui a toujours fait des choses en responsabilité, en réparation aussi. Et donc voilà, et là ça lui donne, à mon avis, ça nous donne à toute la force de continuer. Alors moi je vous invite vraiment à lire Noir n'est pas mon métier, à acheter ce livre, à le lire, parce que d'ailleurs plus on sera nombreux à le lire et à l'acheter, plus le pavé sera important dans la mare, dans le cinéma français, parce que c'est comme ça aussi qu'on ouvre les portes. Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes les premières à dénoncer. Tout le monde se taisait. Oui, exactement. On était un peu dans la loi de l'omerta pour préserver ces petits rôles subalternes, non? Oui, c'est exactement ça. Alors en plus, on est dans un système français. Le système français est minoritaire en Europe, puisque on a le principe de l'exception culturelle qui permet au cinéma, à l'audiovisuel, d'être soutenu par les pouvoirs publics. Oui. Normalement, dans cette logique-là, puisque les pouvoirs publics soutiennent la création, il y a une obligation, l'objectif de ce soutien, c'est la diversité des esthétiques et des pratiques et la représentativité de la société française. Nous payons nos impôts qui permettent au cinéma français de créer, de vivre, mais ce n'est pas parce que nous payons nos impôts qu'on se retrouve dans le cinéma français. Parce que je crois que le plus gros financeur du cinéma, c'est les institutions, notamment les régions. Exactement. Notamment la région de France, c'est un des plus gros financeurs du cinéma français, non? Région Île-de-France, CNC. Oui, on a un système quand même qui permet au cinéma d'avoir un nombre de films assez conséquent par rapport aux autres pays européens.
Oui, parce que quand on nous dit c'est les producteurs, ils le font avec beaucoup d'argent public. Exactement. Il y a beaucoup d'argent public. Exactement. Donc en clair, les pouvoirs publics seraient normalement, potentiellement, capables de leur dire nous on veut la diversité. On veut retrouver notre société dans vos films. Exactement. D'exiger. C'est le rôle c'est l'intérêt général. C'est le rôle du politique d'ailleurs. Hein. C'est le rôle de. Ouais, c'est le rôle l'intérêt général. Exactement. Service public où la société française, celle qui contribue aux impôts, doit se retrouver dans la création. Et de permettre aux artistes d'accéder à leur art. Parce qu'on dit souvent, oui, il faut que toute la population accède au spectacle, aille dans les salles, etc. Mais aussi de permettre aux artistes d'accéder à la création. C'est ce qu'on défend aussi dans ce livre. Et donc vous pensez que vous êtes beaucoup soutenu à la création, les femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis aussi à la création, mais est-ce que c'est pas, ça va pas, est-ce que ça arrive bien aux personnes dans la diversité, ou est-ce que c'est certains qui... Non, mais je pense que justement ce livre, il a été écrit aussi pour parler avec les institutions à un moment donné, reparler de tous les sujets, même le sujet qui fâche, celui des quotas, etc., mais de voir comment on peut réorganiser les choses, parce que là, on est dans un système de financement qui, bien souvent, ne reflète pas la société française. Alors, on nous met après dans une case diversité, moi, une nouvelle fois. Vous n'êtes pas la diversité, vous êtes la France. C'est ça, nous sommes la France, et surtout, la diversité, c'est mon métier. Comme je le disais, de faire tous les rôles, c'est mon travail. Voilà, c'est ça, c'est ton travail, c'est pas toi qui es de la diversité, c'est ton travail qui est de la diversité. Exactement. Et moi, à l'époque, j'avais dit aussi dans d'autres moments et dans d'autres parcours, et quand ils avaient sorti le mot diversité, je lui ai dit, vous êtes en train d'euphémiser ce qui se passe dans la société. Il y a des discriminations, qui sont des discriminations raciales, mais comme le terme est un peu violent, parce que ça renvoie à la réalité, on a voulu parler de diversité pour essayer d'euphémiser les choses, pour arrondir les choses. La diversité, c'est pas une finalité, la diversité, c'est la réalité. Non ? C'est complètement ça. Pour vous, qui êtes actrice, la diversité, c'est ton métier, mais pour la société française, la diversité, c'est la France, quoi. D'ailleurs, on est tous singuliers. Exactement. Moi, c'est la singularité. Voilà, tout le monde est singulier. Tout le monde apporte quelque chose dans ses réflexions, notamment les artistes, à la création, etc. Après, effectivement, moi, c'est très très juste ce que vous dites sur le remplacement des questions raciales par le mot diversité. C'est dangereux. Ouais, parce que du coup, on ne se rend pas compte réellement du poids de ce qu'on est en train de vivre. Parce que les gens, parce que vous le vivez de plein fait. Vous parlez tout à l'heure, peut-être que vous avez quelques anecdotes, mais vous me parlez d'anecdotes quand même de comment les gens traitent effectivement les acteurs, entre guillemets, je ne voudrais pas moi non plus les discriminer ou les assigner à résidence, mais les acteurs de cette diversité, puisque c'est le terme que j'utilise. Moi, j'aime pas trop le terme, je préfère... pour moi, il n'y a pas je crois soit on est franco-sénégalais, on est franco, parce qu'il faut que la France accepte qu'aujourd'hui, la France, c'est justement tous ces binationaux. Et bien, ils font la France, ils aiment la France. Mais c'est surtout que je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France. Ben oui, ils n'auraient pu se rencontrer ailleurs. C'est pour ça, exactement, ils n'auraient pas pu se rencontrer ailleurs, et c'est pour ça que je me considère 100% française, parce que je fais partie vraiment de toutes ces origines de l'histoire de France réelle. Voilà. Alors après, effectivement, dans la rue, etc., on sent, à cause de ça, à cause de ces cases, de ces cloisonnements, moi j'ai reçu l'année dernière une femme carrément qui me disait oui, si vous aviez été élevé par une esclave, vous auriez été plus digne, etc. Donc il y a quand même des choses aussi qui ne sont pas... Ah oui, mais ça m'a fait mal au cœur, hein, mais des choses comme ça. Donc en fait, la parole est libre de dire ces choses-là. Et ils ne sont pas poursuivis. C'est ça, donc alors qu'on a des lois normalement qui devraient poursuivre tout ça. Alors chacun, donc... Pour l'avenir, alors c'est quoi l'actualité, votre actualité à venir là? Parce que vous jouez aussi, quand même, vous êtes aussi actrice, vous jouez. Donc les gens qui nous regardent, il faut qu'ils comprennent aussi. Si on veut vous accompagner ou vous aider, la première chose, c'est d'aller voir les spectacles que vous faites. C'est-à-dire de soutenir ces actrices. Parce que plus les gens vont les voir, parce qu'il y a aussi une autre façon d'agir, c'est l'économie. Exactement. Et si on est dans l'économie et on contribue, forcément, à un moment donné, on va casser le boule, non? Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, les Américains l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à monter Black Panthers, etc., qui a fait un carton. C'est que les gens se déplacent. Enfin voilà, ce cinéma-là est une économie, est un pouvoir économique. Et en fait, se déplacer, aller acheter des livres, aller dans les spectacles, etc., ça permet en fait aux gens de se rendre compte que on a une puissance, une certaine forme de puissance.
effectivement. Et moi j'aime beaucoup, parce que vous avez parlé du film Black Panther, moi j'aime beaucoup les Black Panthers. Alors souvent les gens vont dire oui mais ils étaient violents, ils étaient ceci. Les Black Panthers ont répondu à la violence, ils étaient beaucoup moins violents que la violence de la société américaine était faite sur eux. Et que les Black Panthers, ils ont aussi contribué énormément à ce que des Martin Luther King soient écoutés ou puissent être entendus. Ça on l'oublie, ces gens-là contribuent à ce débat. On peut toujours faire les, pardon, excusez-moi l'expression, mais les verges rouges en disant oh là là, les Black Panthers pour certains, mais les Black Panthers ont permis à l'Amérique d'avancer, parce que même on ne peut pas dire qu'elle était loin, hein, oui. Même s'il y a eu un président Obama, mais au moins de faire avancer des choses, non? Complètement. Il faut à un moment donné mettre la pression. On est obligé. Moi aussi, je suis non violente, etc. Vous me connaissez un petit peu. Mais à un moment donné, quand c'est trop, quand on va au-delà d'une certaine limite, une atteinte à la dignité, comme nous, parfois on se retrouve en casting avec des gens qui nous demandent de faire des accents africains, l'accent africain. Donc on ne sait pas du tout entre tous les accents. C'est comme si on disait faites-moi l'accent européen. Alors je le dis pour les gens qui nous regardent, parce que quand on dit accent africain, les gens pensent tout de suite accent tout ça. Moi je suis africain. Il y a des berbères africains, donc il y a des Mauritaniens qui n'ont pas le même accent, qui ne parlent pas la même langue que le Sénégal, etc. Donc c'est comme si on disait fais-moi l'accent européen. Je vous mets au défi de faire l'accent européen. Ça, entre l'allemand, le portugais, le français, l'italien, c'est un peu ça, quoi. Et ce qui fait que par rapport aux autres actrices blanches, à qui on ne demande pas de faire des accents, donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, on doit travailler sur des accents de toute l'Afrique, plus créole, plus... Enfin, on a un travail donc de dingue, en fait. Pour se retrouver dans des personnages qui sont très très loin. Moi, je suis juriste de formation, j'ai un double DEA, bon voilà. Pour un rôle d'avocate, on va me dire non, parce qu'en fait, ça va pas, parce que c'est un rôle d'avocate. Mais j'ai les diplômes pour être avocate. Parce que pour eux, l'accent africain, c'est l'Africain qui parle français. C'est là aussi une perversité, parce que l'accent africain, quand il parle dans sa langue d'origine, quand il est au Congo, au Rwanda, ou quand c'est des anglophones et tout ça, c'est pas la même chose, non? Bah oui. Vous ne l'avez pas expliqué? Parce que c'est l'occasion de leur dire, mais attendez, vous parlez de quoi? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, bah je sais, mais moi j'ai été très 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 choquée lorsque on m'a demandé à plusieurs reprises ça quand je suis arrivée dans ce métier-là. Hein. Ils ont cru que c'est du stand-up là, ou c'est la même chose là, où ils essaient d'imiter l'Africain qui parle français, c'est ça? Ou l'Arabe qui parle français, ils pensent que c'est ça l'accent, non? C'est possible, oui. Mais là on est dans un stéréotype mental total. Voilà, un truc ancré. Vous me parliez de mon actualité. Alors je serai à Avignon cet été. Ah, on va venir vous... Bon, tous les gens d'Avignon qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Avignon qui nous regardent à Marseille, allez soutenir Rachel Kahn cet été à Avignon. Alors, c'est quoi les dates? Alors, c'est sur... la pièce, c'est sur la route. Sur la route. Au Petit Chien. Au Petit Chien. À 22h30. Alors, la pièce, ça s'appelle Sur la route. Elle se joue au Petit Chien à 22h30. Absolument, et c'est tout le mois de juillet. Et tout le mois de juillet, voilà. Du 1er au 31? Voilà, en fait, non, du 1er au 15. Et ensuite, c'est Nadège Bossondiane on est sur le même rôle, voilà, exactement. Voilà. Mais en tous les cas, on vous soutiendra, vous et Nadège Bossondiane, parce que c'est justement soutenir ces exactement. actrices. Et il y a Mata Gabin, qui est dans le livre aussi, qui est sur scène, qui sera sur scène avec nous. Dans le même spectacle? Oui. Donc voilà, donc, alors, on redit les choses. Tout le mois de juillet, à Avignon, au Petit Chien, la scène, c'est la pièce, pardon, s'appelle Sur la route, à 22h30. On peut vous retrouver. Oui. Et sinon, votre actualité, c'est quoi, donc, avant la fin, là, vous écrivez un livre, là, c'est ça? Oui, j'écris un livre et j'écris une série. Donc, il y en a un, c'est un roman, qui sera d'ailleurs la suite de mon premier roman, qui parlera beaucoup politique. Et l'autre chose, c'est une série que je travaille avec France Zobda, qui est dans le livre. Eh ben, en tous les cas, Rachel, merci de venir nous parler. On pourrait parler des heures avec vous parce que c'est tellement enrichissant. Merci d'être venu nous parler de votre livre Noir n'est pas mon métier et de votre parcours. En tous les cas, moi, j'invite tout le monde à vous suivre, à vous soutenir parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'ont fait les Américains. L'économie, même dans le cinéma, c'est quand même le nerf de la guerre, surtout pour faire des films, on a besoin d'argent. Et si vous ne venez pas voir les films, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et si vous les encouragez, croyez-moi que on va changer le système. Donc il y a le travail qu'elles font de l'intérieur, et puis il y a votre travail, vous, en allant les voir au spectacle, pour justement permettre d'accompagner votre combat. Merci à Clément Louli. Merci à vous, donc c'est comme ça qu'on fait, c'est ce que je leur dis. Vous les invitez à venir vous soutenir. Absolument. Et à venir vous voir, et c'est en venant voir qu'ils vous soutiennent. Ah mais à fond. Et c'est surtout, on peut après discuter et continuer à débattre, à échanger, etc. Moi, je suis demandeuse de ça. En tous les cas, moi, je voulais vous dire à titre personnel, je le fais avant, mais bravo pour ce pavé dans la mare.
Parce que la cause noire, il y a la synergie des luttes, c'est aussi la cause de tout le monde. Parce que c'est pas, il n'y a pas le combat des Noirs ou les combats. Le combat pour la dignité humaine nous concerne toutes et tous. Complètement. Et donc c'est un combat qui nous concerne. Et donc j'invite tout le monde, que l'on soit noir ou pas, que l'on soit blanc, que l'on soit... Si on est humaniste et si on défend la dignité humaine, on ne peut pas ne pas soutenir ces causes. Merci beaucoup pour ces mots, ça me touche beaucoup. Voilà, donc on te soutient. Et nous, donc, on se quitte. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, puisque ça va être l'Aïd sera passé, c'est après, mais sur après, une bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous. Et puis, Tabaski. Hein? Et Tabaski. Et Tabaski, voilà, qui est une bonne fête aussi. Et voilà, le dit. Et donc, en clair, en fait, tout ce qui est pour le partage et qui permet la solidarité, la rencontre, comme le disait cet intellectuel antillais, Édouard Glissant, eh bien, tout ce qui peut nous rapprocher, eh bien, on doit le partager. Bonne fête à tous et à toutes, et puis surtout, bonne soirée, et à lundi prochain avec un nouvel invité. Bonsoir. Bonsoir.